Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, quel bonheur de se retrouver une nouvelle fois pour cette quatrième motion de censure sur le PLFSS. Je voudrais juste déjà dire à la collègue quand même qui a présenté tout à l'heure sa motion. D'ailleurs, je me suis livré à un petit exercice. J'imagine que vous avez fait le même que moi. Moi, j'ai comparé la motion que vous aviez déposée la semaine dernière de la nouvelle que nous avons eue pour discuter cet après-midi. Et là, j'ai découvert vraiment que le copier-coller est un art consommé chez les mélenchonistes, puisque je retrouve les mêmes phrases, les mêmes paragraphes, et que, puisque vous avez eu des mots un peu disgracieux, je ne vous ai pas interrompu, donc je vous demande d'avoir la courtoisie de ne pas m'interrompre. Mais puisque vous avez eu des mots un peu disgracieux vis-à-vis de la Première ministre, moi je ne vous dis pas que les mélenchonistes sont bornés, je dis simplement qu'à répéter sans arrêt les mêmes textes, je ne suis pas persuadé qu'on apporte une solution politique sur un texte aussi important qu'un PLFSS qui, pardonnez-moi, c'est 550 milliards d'euros. 550 milliards d'euros pour une politique de santé, une politique touchant naturellement la famille, l'hôpital, et je crois que nos concitoyens et les personnels soignants méritent mieux. Alors vous avez même dit, d'ailleurs, j'ai été surpris parce que vous nous avez expliqué à un moment que M. Caron avait été obligé de retirer son texte sur la corrida parce qu'il y avait trop d'amendements. Donc en clair, vous avez pratiqué le 49.3 pour le reste de l'hémicycle, puisque nous avons été privés de débat. Donc ne faites pas aux autres ce que l'on n'aime pas que l'on vous fasse. Alors mes chers collègues, ce texte est trop important. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, il faut vous calmer un tout petit peu parce que s'il vous plaît, laissez parler M. Vigier. La courtoisie, c'est de s'écouter. Ayez au moins cette courtoisie vis-à-vis de moi. Voilà. Et après, quand vous voudrez, on fera les débats. Je vous disais donc, mes chers collègues, que... S'il vous plaît. Bon, de minimis non curat praetor. Allez. Donc, je disais donc, Madame la Présidente, que cette nouvelle motion de censure nous permet au moins d'avoir un débat, même si je regrettais, je vous l'ai dit, accepter que je puisse quand même commenter le texte que vous nous avez adressé. Commenter qu'il était assez faible et que malheureusement, je m'attendais à un projet beaucoup plus structuré, avec une véritable architecture de l'offre de santé pour ce pays, qui, c'est vrai, connaît des difficultés. J'ai été un des premiers à le reconnaître à cette tribune. C'est pour ça que je vous engage quand même à relire les propos de la semaine dernière. Et que, me semble-t-il, cette Assemblée qui a su trouver les moyens pour se retrouver sur un certain nombre de textes. Je me souviens des débats que nous avons eus sur l'allocation du handicapé. Je me souviens des débats que nous avons eus sur la loi sur le retrait de Chassaigne et pour l'agriculture. Je me souviens d'autres sujets sur lesquels, ou par exemple, puisque vous en parliez tout à l'heure, sur la PPL constitutionnelle sur l'interruption volontaire de grossesse, il y a des sujets sur lesquels on a pu quand même, me semble-t-il, se retrouver à un moment ou à un autre. Alors, je veux vous dire que j'ai bien compris que comme c'est des textes budgétaires, quoi qu'il arrive, vous souhaitiez vous opposer. Moi, je regrette. Et il appartient aux oppositions minoritaires, il appartient à la majorité qui n'a pas la majorité absolue, avec le gouvernement, à trouver les voies et les moyens pour trouver justement les solutions que notre système attend. Et ce système, nous devons être à la hauteur des enjeux. Je le disais, un budget de 550 milliards exige que l'on soit dans les solutions et non dans l'incantation. L'incantation, et c'est très facile, c'est évident, mais ça ne trace pas un chemin. Et ce chemin, j'entends qu'on soit peut-être en capacité les uns et les autres. Je le disais la semaine dernière, Caroline Fiat était là, ce que nous avons su faire sur les EHPAD. Ou d'ailleurs, rappelez-vous, ce sont les lanceurs d'alerte, ces journalistes qui ont sorti ce livre, qui a fait qu'à un moment, on a dû s'emparer de ce sujet. Et là encore, ça a illustré une capacité de l'Assemblée nationale de dépasser des clivages pour apporter des vraies solutions. Alors, essayez d'apporter une contribution positive. Ne soyez pas uniquement dans la critique de tous les instants. Lorsque vous nous dites qu'il faut supprimer la tarification à l'activité, mais vous parlez d'or, c'est ce que je ne cesse de demander depuis 5 ans. Mais vous parlez d'or, mais ce sont vos amis de la NUPES, les socialistes qui ont mis tout cela en place dans les hôpitaux. Alors moi, je suis prêt à avancer, mais vraiment, je vous en prie, vérifiez vos sources. Alors, mes chers collègues, et Madame la Ministre, puisque Agnès Firmin-Lebaudot est là en charge d'une partie du domaine de la santé, il nous faut absolument trouver des solutions pour un certain nombre de questions qui sont sur notre chemin. D'abord, je voudrais saluer le fait que
par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale 2017, sur la radiologie, on a pu trouver une solution qui, je crois, permettra d'apporter une réponse adaptée aux besoins et aux professionnels. Sur la biologie médicale, j'ai eu l'occasion de le dire, j'aurais préféré que l'ensemble des économies qui soient demandées, il était évident qu'il fallait qu'ils en fassent. Je regarde Gabriel Attal et je ne suis pas sur un autre chemin, mais j'avais proposé que ce soit plutôt sur les laboratoires qui avaient réellement pratiqué ces actes, de manière à ce qu'ils puissent participer et qu'on ne fragilise pas le maillage. Sur la quatrième médecine de l'internat, je l'ai dit à François Brogne, et sous le regard d'Olivier Véran qui connaît bien ces questions-là, associer le Parlement à la façon dont on pourra apporter une réponse naturellement pour faire en sorte que ces internes de quatrième année, ils le demandaient il y a quelques années, aient cette possibilité, eh bien, demain, d'être encore plus opérationnels, mais avec un statut qui ne soit pas un statut où on les envoie uniquement dans les territoires les plus défavorisés, mais bien le contraire, ça soit la dernière année qui leur permette, avec des rémunérations conséquentes, eh bien, de pratiquer le choix qui a été le leur, c'est-à-dire d'une médecine de spécialité ou une médecine générale. Sur la régulation de l'installation, c'est un sujet sur lequel, notamment avec Thomas Mesnier, nous avons beaucoup travaillé. Il faudra avancer sur du conventionnement sélectif de manière à ce que l'on puisse apporter des meilleures réponses dans les territoires. Mais je profite d'avoir des minutes devant moi pour vous donner, par exemple, une aberration qu'on vit au quotidien, Madame la Première ministre. Vous savez qu'on demande aux généralistes de faire ce qu'on appelle des soins non programmés. En clair, pour des patients qui n'ont pas de médecin, eh bien, on mobilise des médecins qui sont capables et qui acceptent de les recevoir. Et là, on se heurte à une difficulté absolument incroyable. Tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un SAS, ce qu'on appelle un service d'accès aux soins dans un département qui couvre l'intégralité du département, je dis bien qui couvre l'intégralité du département, eh bien, les fameuses communautés professionnelles territoriales de santé ne peuvent pas permettre à ces médecins-là d'avoir les 15 € qui leur sont proposés pour accepter ces soins non programmés. C'est un exemple qui existe. Je vous le donne, Madame la Première ministre, parce que je prends l'exemple de mon département. J'ai 5 CTPS. Il y en a une qui marche formidablement bien. 3 sont bien avancées, mais pas complètement en rythme de croisière. La dernière est en constitution. Avant 2 à 3 ans, les 10 médecins, pourtant dans un territoire hyper sous-dense, que j'ai pu mobiliser avec d'autres pour qu'ils apportent une réponse pour ces soins non programmés, ils ne peuvent pas le faire. Cet exemple-là, je vous le donne, c'est un exemple simple, mais c'est un exemple qui montre que l'on a des marges de manœuvre. Et voyez, vous dites la même chose, vous voyez qu'on est en capacité de se retrouver sur des questions comme celle-là. De même que sur les PADU, j'ai eu l'occasion devant le ministre Combe de le dire l'autre jour, eh bien, avançons enfin, car ce sont ces bras qui nous manquent terriblement. Puisque je voudrais dire aussi qu'il y a le sujet des applications numériques que l'on peut charger maintenant, ce qu'on appelle mon espace santé. Cet espace santé, c'est la traçabilité pour tous les actes médicaux et paramédicaux. Il faut accélérer le déploiement, Madame la Première ministre. Depuis 3 ans, des progrès considérables ont été effectués. Je forme le vœu qu'on puisse aller de l'avant, aller très vite, parce que d'abord, ça évite la redondance des actes, ça permet une meilleure prise en charge, et vraiment, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, apporterait l'efficacité au rendez-vous. Chers collègues, avec ces quelques mots, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un peu triste de s'envoyer uniquement des 49.3 à la figure et s'envoyer. Mais non, mais si je vous dis cela, il faut que votre culture d'opposition change. Et il faut aussi que la majorité, le gouvernement, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on est en capacité de trouver ce chemin. Et ceux qui sont des adeptes de la Commission des affaires sociales le savent parfaitement. Nous ne pouvons pas nous permettre, me semble-t-il, au lendemain de la Covid, on a encore une nouvelle vague qui arrive. Regardez les images de la Chine auxquelles nous avons assisté aujourd'hui. On ne peut pas se permettre uniquement d'être dans l'incantation, dans la destruction, en disant que quoi qu'il arrive, on ne peut pas trouver ce chemin. Je l'appelle de mes voeux, parce que sinon, c'est quelque part un effondrement de l'ensemble du système de santé qui serait au rendez-vous. Alors, avec un peu d'intelligence collective, pour 2023, faisons en sorte, les missions flash, tout moyen, Madame la Première ministre, qui est à vos dispositions dès le mois de janvier, parce que je pense que c'est en amont qu'il faut aborder les chantiers. Marie-Christine Dalloz disait tout à l'heure, vous n'écoutez pas vos oppositions, il me semble que sur la loi sur le pouvoir d'achat cet été, des propositions des parlementaires ont été prises en compte. Mais moi, je plaide pour quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus structuré, pour que sur ces grands chantiers qu'on a parfaitement identifiés, notamment dans le domaine des affaires sociales, et on aura ce débat sur les retraites le moment venu, on soit en capacité les uns et les autres de se mettre autour de la table. Et on verra bien qui
des uns et des autres est en situation de responsabilité est là pour soutenir une démarche en s'écoutant un peu plus, de manière à ce qu'on ait cette possibilité d'être au rendez-vous. En tout cas, le groupe démocrate, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, souhaite que ce chemin soit emprunté. Il n'y a pas de chemin facile, mais pour autant, si l'exercice et l'art est difficile, je suis persuadé qu'avec les intelligences collectives qui sont dans toutes les têtes qui sont là, eh bien, on pourra en sortir, qu'on en sortira par le haut et qu'on en sortira pour une chose qui me paraît essentielle, c'est de faire en sorte que la prise en charge de nos concitoyens soit vraiment la meilleure d'Europe et du monde. Car le modèle, et je terminerai là-dessus, le modèle de la sécurité sociale française que nous avons, tant contesté par certains, alors que c'est un qui est des plus généreux. Et je voudrais terminer sur une dernière chose qui me tient à cœur. Madame la Première ministre, on ne peut pas rester dans un pays dans lequel on dispense des soins toute la journée, partout, dans les établissements publics, établissements privés, et personne ne sait plus ce que ça coûte. Chacun devrait savoir ce qu'une prise en charge coûte, combien la solidarité joue, parce qu'il n'y a rien qui soit gratuit. Ceux qui nous racontent qu'il y a des actes gratuits sont dans l'irresponsabilité la plus totale. Et cela, ça ne serait pas si compliqué que cela, de faire en sorte que chaque patient pris en charge, d'ailleurs pour le suivi analytique, pour l'effectivité, je regarde le ministre des Comptes publics, ça serait tellement plus facile pour lui d'avoir un véritable registre et d'une compte analytique qui permet de savoir comment la prise en charge a été faite, dans quelles conditions a-t-elle été faite. Et là où les résultats sont les meilleurs, n'ayons pas peur de cela. D'informer les gens sur le coût de la santé, c'est un acte de transparence indispensable. Moi, je crois à cette transparence. La transparence est aussi le gage de l'efficacité. Je vous remercie.